Eh bien moi je dis, la France est grande et nous avons la capacité d'être un peuple dynamique. Vous savez, si ce que les dit la immigrés droite, s'en c'est allaient... l'accroissement de l'immigration qui fait que l'intégration est en panne. Ce n'est pas alors, vrai. Est-ce que vous approuvez Manuel Valls? Il a dû vous satisfaire cette semaine. Mais je n'ai rien à fiche de Manuel Valls. Il a annoncé 10 000 régularisations de sans-papiers de plus cette année. Jean-Pierre Chevènement, qui fait toujours les gros yeux, on a intégré 100 000, d'accord? Donc tout ça, ce sont des mots. C'est pas ça qui compte. C'est de quelle manière on traite notre pays. Alors, puisque vous voulez faire des comptes, c'est pas à vous que je m'adresse, mais à tous ceux qui viennent continuellement me harceler sur cette question, je leur réponds, supposez que demain nous ayons le moyen de dire à tous ceux qui n'ont pas une carte d'identité française, car je rappelle qu'un très grand nombre sont français de ceux dont vous parlez, et que vous ne les expulserez jamais, fort heureusement, sauf si vous leur enlevez, comme l'a fait le maréchal Pétain, rétroactivement leur carte d'identité. Mais si vous chassiez aujourd'hui tous les immigrés qui se trouvent en France, immédiatement, instantanément, des dizaines de communes seraient ruinées et les comptes de la sécurité sociale seraient ruinés, car les immigrés cotisent plus qu'ils ne consomment de cotisations sociales. On a bien compris votre discours, mais sur Manuel Valls. Alors, il dit, par exemple, votre lieutenant, François Delapierre, dit il y a une continuité très frappante entre Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, même priorité, même discours, mêmes équipes. Ben oui, c'est vrai. C'est la vérité. Et lisez le livre de François Delapierre. Mais là, sur l'immigration, c'est différent, il régularise. Mais non, mais M. Sarkozy aussi en régularisait. Mais tout ce que vous dites là est très formel. Régulariser quoi? Sur quel cas? De quelle manière? Mais il a établi des critères qu'il dit plus... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Dites-le moi, comme ça on aura... Non, mais je vous pose la question. Non, je désapprouve absolument la politique de Manuel Valls, qui stigmatise des catégories de la population, qui fait que 5 minutes après, vous venez me dire « Ah oui, mais le racisme a progressé ». Mais pourquoi? Parce que la parole publique s'est effondrée. Parce que le rôle des adultes conscients et des républicains, c'est de dire la France ne peut pas maltraiter une partie de la population. Et en même temps, c'est le ministre le plus populaire du gouvernement, Manuel Valls. Mais parce que, regardez bien les sondages, comment ça se présente. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Les ministres populaires, mais on s'en fiche d'être populaire. Ce qui est important, c'est d'être juste. Dans les sondages, la majorité des gens qui le trouvent très bien sont de droite. Je le comprends. C'est plus proche de leur position que des nôtres. Il est normal que des citoyens qui votent à droite se disent « Ah ben tiens, celui-là au moins il a compris, il pense comme nous ». Mais nous qui sommes de gauche, nous disons « Mais attends, on t'a pas élu pour ça, toi. On t'a pas mis en place là pour faire ça ». Comprenez-le, et dans une société, il est normal qu'il y ait des avis de droite et de gauche. La démocratie, c'est une manière de transcender la violence qui est en nous, la violence des rapports sociaux, et de l'exprimer politiquement. Il est donc normal qu'il y ait des polémiques. Le souverain est le peuple qui, avec ses bulletins de vote, décide. Donc, quand le peuple décide qu'il ne veut pas d'une politique, il est quand même paradoxal qu'on lui impose de force le coup d'après avec des gens qui prétendaient la combattre. Donc pourquoi Manuel Valls fait-il du super Sarkozy? C'est à Valls qu'il faut poser la question, pas à Mélenchon. On lui posera si on en a l'occasion. Alors évidemment, le sujet est inépuisable. On va quand même passer à un autre sujet. C'est le passage obligé de cette émission. On va maintenant regarder et commenter ensemble ce qui a fait l'actualité de cette semaine. Un retour sur Actu signé Isabelle Dupont et Georgia Bucur. Trop d'images, trop de sons. Que faut-il retenir? Que faut-il oublier? Le samedi, c'est nettoyage du disque dur. Il y a des semaines qui débutent par le mot fin. Terminer les urgences de l'Hôtel-Dieu, malgré la longue mobilisation du personnel et de certains usagers. Un service d'hôpital qui ferme, c'est toujours une mauvaise chose. C'est une catastrophe. Fermeture donc de ce service, mais fin de partie aussi pour la directrice générale de l'assistance publique. Exit Mireille Faugère, remplacée par Martin Hirsch. Épilogue d'un dossier qui, de la ministre de la Santé à la mairie de Paris, était devenu une affaire politique. Il n'est pas possible de fermer les urgences de l'Hôtel-Dieu pour un report acceptable et crédible dans les autres hôpitaux parisiens. Pour elle, la campagne des municipales ne fait que commencer. Pas de commentaire sur un sondage qui la donne battue par sa rivale socialiste dans le 14e arrondissement. Nathalie Kosciusko-Morizet parlait cette semaine de son projet pour les Parisiens. Logement, police de quartier et horaires élargis dans les services publics. En finir avec cette situation absurde qui fait qu'aujourd'hui, c'est aux Parisiens de s'adapter à la ville plutôt que la ville s'adapterait aux Parisiens. Manif non-stop pour les lycéens, moins nombreux qu'avant les vacances, mais toujours mobilisés contre les expulsions d'élèves étrangers scolarisés en France. Je pense que les frontières, ça veut rien dire par rapport à l'éducation. Tout le monde a le droit à une éducation sans interruption. Et pour le droit au transport moins cher, enfiler un bonnet vert, emblème de la colère d'usagers sur les réseaux sociaux qui dénoncent la hausse de la TVA dans les transports, plus 3% en janvier.
Les transports en commun, c'est un bien de première nécessité, en particulier en Ile-de-France, vu la fréquentation. Et donc c'est pour ça que ça nous paraîtrait logique que la TVA soit au taux réduit le plus bas. Taxés ou pas, les Qataris veulent faire du PSG le club le plus riche du monde en 2016 avec des recettes qui devraient atteindre 540 millions d'euros. On n'en a pas fini avec le foot business. Alors, Monsieur Mélenchon, cette semaine, dans Paris Match, vous avez évoqué quelque chose que vous avez déjà dit avant, c'est-à-dire que les joueurs qui ne payaient pas leurs impôts en France ne devaient pas porter le maillot de l'équipe nationale. Mais les joueurs, ce ne sont pas des exilés fiscaux, ce sont des travailleurs qui travaillent à l'étranger, ils ne suivent pas le fisc, en tout cas les footballeurs. Oui, non mais parce que la Vous êtes un peu emporté. Pardon ? Vous êtes un peu emporté sur votre proposition. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas des exilés fiscaux. Mais pourquoi ils ne pourraient pas porter le maillot de l'équipe de France ? Mais pourquoi pensez-vous que je m'emporte lorsque je propose quelque chose ? Vous pensez que je ne réfléchis pas à ce que je dis ? Je suis une bête ? Non, ça... Bon, donc s'il vous plaît, traitez-moi avec respect. Bien, je ne me suis pas emporté. J'estime que tous ceux de nos compatriotes qui travaillent à l'étranger doivent payer des impôts en France. J'ai proposé pendant la campagne présidentielle qu'ils payent la différence de ce qu'ils devraient au fisc français, qu'ils le payent. De cette manière, il n'y aura plus jamais d'évasion fiscale. Ce n'est pas un caprice ni un emportement. Ça nous coûte 85 milliards par an. Ce n'est pas une plaisanterie dont on parle là. Ce n'est pas un sujet secondaire. La charge de la dette en France est 50 milliards tous les ans. Donc quand on parle de 40 à 85 milliards, c'est à peu près parce que les gens arrivent. Forcément, c'est de l'argent caché. Bon. Donc il faut prendre des mesures. Ils ne doivent pas porter le maillot de l'équipe de France. Mais alors, tous ceux qui ne payent pas en France ne représentent pas la France. Voilà. Donc là, la question m'était posée à propos des footballeurs, mais vous pensez bien que si je réponds sur le football, c'est parce que ça tire l'attention. Et ça m'amène au point numéro 2. Ceux qui sont à l'étranger et qui ne payent pas d'impôts en France ne devraient pas non plus avoir le droit d'être dans les conseils d'administration en France. C'est-à-dire que ceux qui ne cotisent pas à la vie de la communauté ne représentent pas la communauté. Quant aux footballeurs, ils peuvent être parfaitement résidents fiscaux en France, cher monsieur. Par conséquent, il est à la portée de n'importe qui de demeurer fidèle à sa patrie, même de manière symbolique. Quand vous payez beaucoup d'impôts à l'étranger et que vous êtes en France, il n'y a pas de différence, hein, la France ne vous prend rien, au moins vous recevez une feuille où il est marqué « Eh bien monsieur, j'ai examiné votre situation, vous nous devez 0 €. Bon, eh ben d'accord, mais on a fait l'effort d'être avec sa patrie. Et c'est important de dire qu'on porte la charge avec les autres. Parce que les footballeurs, pardon de vous le dire si vous ne le savez pas, et j'espère qu'ils m'entendront, je n'en ai pas après eux évidemment, je les prends en exemple. D'ailleurs, la taxe de 75% ne s'applique pas à leur personne, ce qui est bien un problème, mais au club. Bon, mais les footballeurs, on ne paye pas de cotisation sociale sur leur droit à l'image. Ce privilège a été obtenu dans des conditions assez extravagantes. Pourquoi devraient-ils néanmoins? Je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant. S'ils étaient au courant, ils diraient « je veux payer ». Pourquoi? Mais oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que les footballeurs et les sportifs, d'une manière générale, lorsqu'ils ont une blessure, sont soignés en France, avec la sécurité sociale française. Et en moyenne, ils coûtent beaucoup plus cher que le commun des mortels. C'est normal, compte tenu du métier qu'ils font. Mais c'est vrai aussi pour un ouvrier amianté. C'est vrai aussi, bon, bref, tous les travailleurs cotisent, donc eux aussi, s'ils sont des travailleurs, comme vous l'avez dit. Tous les Français cotisent, s'ils sont français, comme vous venez de le dire, et ils sont des travailleurs et français, donc ils payent. Le temps file, puisque vous parlez de santé. Le Front de gauche, Daniel Simonet, ont été de quasi toutes les manifestations sur l'Hôtel-Dieu. La nomination de Martin Hirsch à la tête de la PHP cette semaine, c'est une bonne chose ou une simple diversion à vos yeux? Ça ressemble beaucoup à une diversion parce que... Mais enfin bon, déjà on est content. Celle qui s'y trouvait et qui portait un plan que nous combattions est partie. Mais regardez ce championnat d'hypocrisie qu'on a vu bien dans votre reportage. Vous avez là un adjoint socialiste qui vient à la mine confite dire oui, il n'est pas normal qu'il n'y ait plus d'urgence. En effet, 9 arrondissements sont concernés. Mais qui dirige la PHP? Eux. Qui est l'adjoint à la santé qui approuve? Monsieur Le Guen. Monsieur Le Guen est dans les listes parisiennes de Madame Hidalgo. Qui, au moment où on dit on ne fermera pas, supprime néanmoins la partie médicale des urgences? Vous allez aux urgences, vous, s'il n'y a pas une partie médicale derrière pour vous suivre? Bien sûr que non. Donc, ces gens se comportent d'une manière hypocrite. Ils disent, regardez, nous sommes l'opposition, voyez nos ailes. Et puis après, aux autres, ils disent, oui, mais on est sérieux, hein, voyez nos pattes, comme la chauve-souris. Et je trouve que c'est une situation qui est... D'abord, prenons le fond avant de voir la politique. Le fond, c'est qu'on ne peut pas laisser 9 arrondissements de Paris sans des urgences. Le fond, maintenant je vous parle avec sérieux et gravité, c'est qu'à 2 pas du RER Châtelet,
qui est une interconnexion incroyable du réseau de transport parisien, on ne peut pas ne pas avoir d'urgence. Tout le monde comprend ça, sauf 4 têtes d'œufs qui ont décidé de planifier et d'envoyer les urgences un petit peu partout où elles sont déjà saturées. Est-ce que vous le savez que quand vous allez aux urgences, je ne vous le souhaite pas, hein, moi non plus, je n'y suis pas encore allé, mais tous ceux qui m'en parlent maintenant m'en parlent comme quelque chose de terrible. Vous attendez des heures dans les couloirs, vous souffrez, les médecins sont totalement démoralisés, le personnel de santé voit bien qu'il n'arrive pas à faire son travail, tout le monde est malheureux. Signez quoi? Furax, Parti socialiste. Cette semaine, il y a 2 mouvements sociaux qui concernent les rythmes scolaires, avec une grève des encadrants périscolaires mardi et des enseignants jeudi. Est-ce que vous dites qu'à Paris, il faut arrêter la mise en place des 4 jours, comme dans une commune de la Somme cette semaine? Bon, ce sont toujours des questions délicates que celles de l'éducation de nos enfants, et il est important que les spécialistes disent leurs mots. Ce que tout le monde dit, c'est que ce n'est pas la bonne idée, que ça fiche une pagaille incroyable. Deuxièmement, que ça n'améliore pas la vie de nos enfants. Et troisièmement, que ça introduit dans l'école l'inégalité. Alors vous avez des communes qui sont plutôt riches, qui arrivent à prendre en charge les activités périscolaires, d'accord? Mais vous autres qui n'en arrivent pas. Donc que font les gosses? Ils sont tout simplement ou mis à la rue, ça ne sera pas le cas, ou vaguement occupés. Donc c'est un recul de la tâche éducative. Et j'ai entendu une chose qui m'a choqué. Quelqu'un a dit, peut-être même payé, en disant « Ah ben on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde qui le fasse ». Et donc, le périscolaire est débordé, parce que c'est pas tout. Plus de 90% des familles parisiennes ont pris les activités périscolaires. Bon, alors vous vous rendez compte, déjà, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est normal, non? C'est-à-dire qu'il y avait une demande. Oui, mais bah, encore heureux. Mais c'est à l'école d'assumer cette demande. Et que croyez-vous qu'il faisait à l'école, qu'il ne faisait rien? Mais l'école, c'est une tâche pédagogique. Le périscolaire, c'est pas occupationnel. C'est pas pour dire, tiens, va faire de la pâte à modeler, salut, je reviens te voir dans 2 heures. Non, il faut qu'à travers l'activité, il y ait un effet d'éducation. Vous savez comme moi, vous avez eu des enfants petits. On apprend par mille et une techniques, avec la pâte à modeler, les découpages, d'abord à arranger ses gestes, puis après on apprend la musique à l'école. Et puis, chacun de ces apprentissages n'est pas un à côté du savoir. C'est ce qui permet à la personne humaine d'être meilleure. Et quand la personne humaine est meilleure, c'est bon pour toute la société. Jean-Luc Mélenchon, d'un mot, on est dans la dernière minute de l'émission, donc vraiment un mot. L'extension des horaires prônée par Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Il y a eu des polémiques sur les Champs-Élysées, les magasins qui peuvent ouvrir jusqu'à minuit, d'autres qui se font condamner. Je réponds très clairement, pas question. Les travailleurs ont une vie privée. Et nous, la société, nous tous, nous décidons qu'à certains moments où on arrête de travailler, les magasins sont fermés et c'est la vie collective et familiale. On va se promener dans les champs, pas sur les Champs-Élysées pour regarder des boutiques. On va jouir de la vie. Merci d'avoir été l'invité de cette émission ce matin. On se retrouve dans un mois, cette fois l'invité. Que la guerre est le mal absolu, l'échec total, et qu'elle est toujours le résultat d'un enchaînement de circonstances qu'il faut apprendre à analyser, à comprendre pour pouvoir les repérer lorsqu'elles se répètent dans l'histoire. C'est ce qui, dans la communauté humaine, s'appelle l'expérience. Alors, le souvenir de la victoire de 1918, la joie d'avoir vaincu les empires centraux, la satisfaction de voir l'Alsace et la Lorraine rejoindre la patrie et être libérés de l'oppression allemande ne doivent pas faire que le souvenir de 1914-1918 soit enfoui dans une sorte d'unanimisme sans contenu et qu'en quelque sorte ce soit une anesthésie qui prépare une amnésie générale. On ne se souviendrait de rien. Et l'on irait les uns les autres répétant que l'effort fut magnifique, que la patrie fut unie, ce qui n'est pas vrai. Les hommes obéirent, et ceux qui désobéissaient étaient fusillés. Voilà la vérité. Et pour que la guerre puisse éclater, il a fallu assassiner Jaurès. Car quelques jours seulement avant que la guerre fût déclarée, il y avait à Paris d'immenses manifestations ouvrières. Le 29 juillet, on manifeste à Paris. On manifeste dans plusieurs grandes villes de France, jusqu'au tiers de la population est dans la rue, sous les drapeaux rouges, pour ne pas vouloir de la guerre. Et c'est pourquoi c'est dans le début de la guerre, l'année 1914, que l'on fusille le plus de mutins. Demandez-vous pourquoi. Ceux qui étaient aux armées, ceux qu'on envoyait les premiers au front, étaient ces hommes-là qui avaient manifesté quelques semaines avant
et qui portaient en eux intact le discours et les raisonnements de Jean Jaurès et de l'Internationale socialiste, qui était à l'époque la seule organisation du mouvement ouvrier et qui, dans ces circonstances, manifestait une faillite terrifiante. Je dis la seule, peut-être suis injuste, puisque j'oublierai les mouvements anarchistes, bien organisés eux aussi. Mais je ne veux pas à l'occasion de ces paroles blesser qui que ce soit. Mon discours est destiné à appeler à la réflexion, à rentrer en soi-même pour faire les repérages utiles. Donc, disais-je, c'est parce que cette population est éduquée, ces militants sont là, qu'on en fusille autant. Car parmi les premiers mutins, il y a ceux qui ne voulaient pas la guerre et en avaient compris l'essence. Ce monde était terrible. On ne le dit jamais. En 1916, qu'on a interdit le travail de nuit des femmes et des enfants. Quand la guerre éclate, il y a à peine 30 ans que l'école est obligatoire. La première manifestation pour la journée de 8 heures a eu lieu en 1906. Et la journée de 8 heures ne sera imposée qu'en 1919, après la guerre. C'était des années de surexploitation. Et ce capitalisme de cette époque, il faut l'appeler par son nom, c'est lui qui a provoqué la guerre. Jean Jaurès a eu la formule indépassable depuis. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage.